Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce jeudi 30 octobre 2025. Tout de suite les titres. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité, condamne les dernières violences au Soudan, notamment les massacres commis à Al-Fasher par les forces de soutien rapide au moment où des déplacés d'Al-Fasher fuient les bombardements. Les détails dans ce journal. Le 28e Salon international du livre d'Alger ouvre ses portes au grand public. Immersion dans cette édition avec zoom sur la Mauritanie, invité d'honneur. Sahara occidental, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental met en garde contre le risque de priver le peuple sahraoui de ses droits. Et en Égypte, le Grand Musée ouvre ses portes après des décennies d'attente. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, le groupe A3+, au Conseil de sécurité a condamné ce jeudi les dernières violences au Soudan et les massacres commis à Al-Fasher par les forces de soutien rapide. Une condamnation exprimée au nom du groupe par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Ben Jama', lors d'une réunion sur la situation au Soudan à la demande de plusieurs pays, dont l'Algérie. La Sierra Leone, le scénario que nous craignons tous, que nous avions souhaité éviter, est maintenant une réalité tragique. Les forces d'appui rapide ont pris le contrôle d'Al-Fasher après plus de 18 mois d'un siège inhumain caractérisé par la famine, les souffrances et le désespoir. Cette situation éminemment inquiétante est un défi flagrant fait à la résolution 2736 de notre Conseil qui exigeait l'année dernière la levée du siège d'Al-Fasher par les RSF. Selon Ben Jama', les forces de soutien rapide progressent au Soudan et commettent des crimes contre des civils innocents. Aujourd'hui, cette situation signifie aussi un pas dangereux en avant vers la fragmentation du Soudan. Et si seulement les souffrances s'arrêtaient là, mais les RSF avancent au Soudan, en particulier au Darfour et au Kordofan septentrional, déclenchant des vagues de brutalité contre des civils innocents, une violence pire que tout ce que nous aurions pu imaginer. Les images que nous avons vues, les rapports que nous avons reçus ces 72 dernières heures sont tout simplement effarant. Ammar Ben Jama' a souligné que la brutalité des forces de soutien rapide n'avait pas épargné une mère et son bébé tués dans une maternité. On l'écoute. Nous avons vu une mère impuissante serrer son enfant dans ses bras alors qu'elle attendait que deux membres armés sans pitié des RSF la tuent et tuent son bébé. Imaginez-vous juste un instant la douleur de cette mère innocente et impuissante. Nous avons reçu des informations faisant état du meurtre de plus de 460 patients. 460 patients et leurs proches par les forces d'appui rapide dans une maternité financée par l'Arabie Saoudite. Un lieu destiné à soigner et non à tuer. Un lieu où on donne la vie, transformé en un site de massacre. Les Soudanais déplacés de la capitale provinciale du Darfour Nord au cours du week-end ont décrit des conditions épouvantables alors qu'elles fuyaient les bombardements et les tirs. On les écoute. Les bombardements et les attaques de drones étaient incessants. Ils nous tiraient dessus à coups de crosse jour et nuit, sauf si nous nous cachions dans les maisons. À 3 heures du matin, nous sortions en cachette jusqu'au nord du Darfour où nous avons été pilés. Ils nous ont tout pris. Je suis arrivée pieds nus. Même mes chaussures ont disparu.
Il y a eu de nombreux bombardements. J'ai moi-même été touchée par des obus. Les bombardements ont tué ma fille, blessé l'œil de mon autre fille, paralysé mon fils. J'ai été touchée par des obus. Mon corps est couvert de blessures et enflé. Hier, je suis allée changer mon pansement. Le pire, c'était la fouille. Ils nous ont tout pris, même notre argent. Mon frère et son ami ont été retenus à la porte de Karni. Arrivés à Karni, nous avons pris le petit déjeuner et de l'eau. Puis, ils ont emmené des camions et nous ont emmenés. J'ai laissé ma mère, ma fille et mes 2 frères et sœurs là-bas et je suis allée à Tawila. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à mettre un terme immédiatement à l'escalade militaire au Soudan après le meurtre de plus de 460 personnes dans une maternité d'El Fasher. Antonio Guterres s'est dit gravement préoccupé par l'escalade militaire récente, Al Fasher appelant à mettre un terme immédiatement au siège et aux hostilités. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé le meurtre de plus de 460 personnes dans une maternité El Fasher, dernier hôpital partiellement fonctionnel de cette ville soudanaise. L'OMS est consternée et profondément choquée par les informations faisant état du meurtre tragique de plus de 460 patients et accompagnateurs à la maternité saoudienne d'El Fasher au Soudan. À la suite des récentes attaques et de l'enlèvement de travailleurs de la santé, cette maternité était le seul hôpital encore partiellement opérationnel dans la ville. Tombée cette semaine aux mains des forces de soutien rapide, dimanche, elle a été attaquée pour la 4e fois en un mois, tuant une infirmière et blessant 3 autres professionnels de santé. Mardi, plus de 460 patients et leurs accompagnateurs ont été abattus dans l'hôpital. Cette tragédie s'inscrit dans le contexte d'une crise qui s'aggrave rapidement à El Fasher, dans le nord du Darfour, où l'escalade de la violence, les conditions de siège et la recrudescence de la faim et des maladies tuent des civils, y compris des enfants, et font s'effondrer un système de santé déjà fragile. L'OMS condamne avec la plus grande fermeté ces attaques horribles contre le système de santé et appelle au respect du caractère sacré des soins. En Algérie, la première édition du Salon international de l'industrie s'est conclue avec succès à Oran, marqué par la signature de plusieurs accords économiques. Alors nous sommes très contents de cette édition. Alhamdoulilah, on a eu un visitorat de qualité. Nous avons eu de bons retours des exposants. Il y a aussi des visiteurs qui ont trouvé des solutions qui cherchaient pour leurs industries. C'est le but global le salon. Nous cherchons, Inch'Allah, pour les années qui viennent, des spécialistes dans les solutions industrielles. Il y a des visiteurs et des gens dans l'industrie qui sont حاصلين ما يسيبوش des solutions. هنا يقولوا بلي في الجزائر ما كانش des solutions. Il faut savoir qu'il y a des solutions. On cherche aussi à ce que les entreprises étrangères puissent ramener des solutions aux industriels qui sont installés et aux futurs industriels algériens. Toujours en Algérie, le Salon international du livre d'Alger a ouvert ses portes ce jeudi au grand public au Palais des Expositions, la 28e édition du SILA, où la Mauritanie est l'invité d'honneur, regroupe plus de 1250 participants algériens et étrangers. Les détails avec Maria Choulier. En famille ou entre amis, ils sont venus nombreux arpenter les allées du Palais des Expositions, découvrir les nouveautés du 28e Salon international du livre d'Alger. Dès les premières heures, le public a afflué massivement dans les couloirs de la SAFEX. Comme premier jour, le public est vraiment important. C'est un public curieux. Il y a plein d'enfants comme ils n'ont pas de cours aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Donc un public de toutes les catégories. Ils ont visité notre stand. Ils ont cherché derrière nos nouveautés. On a présenté devant un public l'ancienne génération, la nouvelle génération, les petits. Ça fait plaisir comme premier jour. À Casbah Édition, on peut dire que la principale thématique, c'est l'histoire et la culture, l'histoire de l'Algérie, que ce soit
dans le passé, l'histoire de l'Algérie moderne, l'histoire de l'Algérie actuelle, également la culture qui fait partie de la ligne éditoriale de Casbah Édition. Dans cette foule, l'enthousiasme est palpable. Les fils s'allongent pour une dédicace, un mot ou une photo. Chaque espace ici raconte une histoire de romance, de culture ou de science. Dans ce salon, on a représenté des maisons d'édition canadiennes, telles que Arclair Éducation, anglaises. Donc tous nos ouvrages sont en anglais, vu que la demande est beaucoup plus importante de plus en plus. Dans ce premier jour de SILA, on a vraiment ressenti une très forte demande envers les livres qu'on a ramenés. C'est des livres techniques, donc il y a vraiment une demande envers les livres en anglais. En feuilletant son livre, cet écrivain confie son souhait de voir naître davantage de salons et de conférences autour de la lecture pour inciter les jeunes à renouer avec les livres. La lecture, je pense qu'il faut la promouvoir quand même à travers les ateliers de lecture et les ateliers d'écriture. C'est très 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 important. Entre stands, dédicaces et débats, cette 28e édition du SILA rappelle que le livre reste malgré les écrans et les distractions. Il continue de rassembler, d'émouvoir et de faire rêver. Le stand de la Mauritanie, invité d'honneur de cette 28e édition du SILA, expose de nombreux livres sur l'histoire, le patrimoine et les arts mauritaniens. C'est une occasion pour faire connaître à nos frères en Algérie les plus importantes productions mauritaniennes récentes. Notre participation englobe plusieurs ouvrages dans différents domaines, la littérature, le roman, la poésie et plein d'autres. Comme vous pouvez le voir, nous sommes encore au début de l'événement et l'affluence commence à augmenter considérablement et nous sommes très heureux de cette participation. Sahara occidentale, l'Organisation de défense des droits humains au Sahara occidental, CODESA, appelée à la protection du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, met en garde contre le danger de sa privation de ses droits et les répercussions que cela pourrait avoir sur la stabilité de la région du Maghreb et du Sahel. Au Maroc, la députée marocaine Fatima Tamni, membre de la Fédération de la gauche démocratique, a déclaré que le projet de loi de finances 2026 ne répond pas aux conditions d'un développement équitable entre les régions. Elle a souligné que 64% du total des investissements publics prévus dans le projet sont concentrés dans seulement 3 régions, tandis que le reste du Maroc est laissé à l'isolement. Tamni a ajouté que parler d'un Maroc à 2 vitesses n'est plus exact car certaines régions n'ont jamais bougé, ce qui rend le développement maroc semblable à un processus lent, inégal et excluant plusieurs catégories de la population. Le monde rural vit depuis des décennies une marginalisation systématique, bien qu'il représente plus de 80% du territoire national. 72% des personnes pauvres au Maroc vivent dans les zones rurales. Les jeunes, les enseignants, les infirmiers et d'autres catégories sont sortis manifester pacifiquement contre des politiques qui les ont exclus de la dignité et d'une vie décente. En outre, le séisme qui a frappé la région d'Al-Haouz n'a pas révélé une nouvelle réalité, mais a mis à nu une situation ancienne, longtemps ignorée par le gouvernement. Il existe des douars dont nous ne connaissions même pas le nom. Sans route, sans infrastructure, ni eau, ni électricité. Lorsque le séisme s'est produit, les équipes de secours n'ont pas pu y accéder car l'État ne les avait jamais atteints auparavant. Encore aujourd'hui, certains citoyens vivent sous des tentes et d'autres n'ont reçu aucune aide car toute l'opération a été confuse et entachée de nombreuses défaillances. Cet exemple à lui seul suffit à révéler l'échec du modèle de développement à atteindre, le Maroc profond. La Compagnie nationale de pétrole de Libye a annoncé la découverte d'un nouveau gisement de pétrole dans le bassin de Sirte. Cette découverte a été réalisée par la filiale libyenne du groupe pétrolier et gazier autrichien OMV.
Et l'Union africaine a félicité le président du Cameroun, Paul Biya, pour sa réélection, indique mercredi un communiqué citant le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Mahmoud Ali Youssouf a pris note de l'annonce officielle par le Conseil constitutionnel du Cameroun des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et a félicité Paul Biya pour sa victoire. Le Conseil constitutionnel du Cameroun a officiellement proclamé le 27 octobre Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 avec 53,66% des voix. En Tanzanie, des destructions étaient visibles ce jeudi dans la capitale économique du pays. Au lendemain des élections, le chaos a éclaté dans l'après-midi lorsque des manifestants ont incendié un bus, une station-service, attaqué des commissariats et vandalisé des bureaux de vote. Et en République centrafricaine, un total de 88 ex-combattants du mouvement armé 3R, retour, réclamation et réhabilitation ont été désarmés et démobilisés mercredi dans l'ouest du pays, a annoncé la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accord de paix signé le 11 juillet 2025 à Bangui, capitale centrafricaine, entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés unis pour la paix en Centrafrique et les 3R, a rappelé la MINUSCA. Un mot d'économie en Afrique du Sud. Le gouverneur de la Banque de réserve sud-africaine a déclaré ce jeudi qu'il n'y avait aucune raison de retarder la réduction de l'objectif d'inflation à 3%. L'argentier sud-africain a déclaré que les prix administrés de l'électricité et de l'eau ainsi que les accords salariaux du secteur public ne devraient pas retarder les efforts visant à abaisser l'objectif. Il y a des rigidités dans le système. Certains prix ont déjà été fixés pour les 12 à 18 prochains mois. Certains ont été fixés sur 24 mois. Il s'agit des accords salariaux qui sont fixés sur 3 ans, par exemple. Ceux-ci doivent encore se sortir du système. Mais vous ne pouvez pas attendre qu'ils expirent avant de définir l'objectif. Vous fixez l'objectif de manière à ce qu'ils sachent qu'au fur et à mesure que les accords expirent, il y a un nouvel objectif qui a été fixé et que la Banque centrale poursuivra réellement. La crédibilité de la politique budgétaire ne fait donc aucun doute. Le ministre des Finances et le gouverneur qui ont fait une déclaration commune et qui ont cloué les couleurs sur le mât, s'ils ne se feront pas confiance, et c'est pourquoi j'ai continué à insister. Nous nous sommes trouvés. Et à Yombio, au Soudan du Sud, de jeunes artistes mettent leur créativité au service d'un changement positif sous le thème « Construire notre avenir ensemble ». Des élèves ont participé à un concours artistique organisé par les Nations Unies au Soudan du Sud. Cet événement a permis aux étudiants d'exprimer leurs espoirs de paix, d'unité et d'avenir durable à travers la danse contemporaine, le dessin et l'art environnemental. Le rappel à l'action collective a apporté une dimension locale unique aux célébrations du 80e anniversaire des Nations Unies. Que nos dirigeants soient unis, qu'ils se tiennent à nos côtés en tant que peuple uni afin que nous puissions progresser. Nous soutenons ces initiatives environnementales et la création de moyens de subsistance. Nous devons continuer à nous attaquer aux problèmes liés à la réconciliation, à la consolidation de la paix et à la stabilisation, domaines dans lesquels les efforts de la MINUS sont nécessaires. L'État a accompli un progrès important vers la réconciliation et la stabilité, et l'ONU continue de travailler main dans la main avec la communauté pour consolider les acquis de la paix.
Grâce à notre présence de maintien de la paix et à notre soutien aux comités locaux de paix, nous restons déterminés à faire valoir le dialogue et la compréhension. La direction de l'Égypte à présent, le grand musée égyptien au Caire ouvre ses portes après des décennies de construction et de multiples reports retardés. Samedi prochain, c'est le jour que tout le monde attend avec impatience, l'ouverture du grand musée. Pourquoi ce musée est-il si important et pourquoi son ouverture est-elle si attendue? De plus, c'est le plus grand musée du monde. Ce musée donne une véritable vie à tous les objets grâce à une présentation exceptionnelle. Grâce à son emplacement privilégié à l'ombre de la grande pyramide, l'Égypte tirera un grand profit de l'ouverture de ce musée. Le monde entier attend l'ouverture de ce musée depuis quelques années. L'enthousiasme est palpable et nous espérons voir affluer les touristes au Caire, non seulement pour admirer les merveilles de la ville, mais aussi pour visiter ce nouveau bâtiment exceptionnel abritant des objets d'une valeur inestimable. Un musée de cette envergure devrait accroître le nombre de touristes en Égypte. C'est déjà le cas durant cette période de transition ou d'ouverture progressive, mais nous prévoyons une augmentation d'au moins 10 à 20% du nombre de touristes visitant l'Égypte. Notre laboratoire est honoré d'avoir assuré la restauration de plusieurs chefs-d'œuvre. Les 3 lits funéraires et les 6 chars. Ces pièces ont été assemblées ici, même pour la première fois. Elles ont été traitées à partir de leur lieu d'origine, celles qui se trouvaient au musée Tahrir y ont été prises en charge. Et enfin, de sécuriser le transfert. Nous avons procédé à une première intervention complète sur les pièces, en particulier sur les parties fragiles et celles susceptibles de se détacher. Nous les avons solidement fixées pour qu'elles arrivent au musée intactes. Du fait et Dieu merci, elles sont arrivées en parfait état. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.